à toutes et à tous et bienvenue dans ce téléstream. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercier et je suis actuellement en deuxième année de licence de biologie à l'université Évry-Val-d'Essonne. Cette année, avec notre promotion, nous avons décidé de créer un projet. Celui-ci va concerner le Téléthon. Le Téléthon a été créé en 1987. Il permet de faire des recherches sur les maladies génétiques. À notre niveau, nous avons décidé de sensibiliser la population pour faire des dons. Nous avons donc créé des pages sur Twitter, Instagram, Facebook afin de sensibiliser la population. Nous vous avons posé différentes questions, des questions plutôt difficiles afin de vous faire travailler les méninges. Mais également, nous avons recensé différentes questions que vous vous posez. Nous allons donc y répondre. Nos camarades ont eu la chance de pouvoir voir différentes personnes, j'ai les dons mais également aussi l'extérieur. D'ailleurs, nous verrons à la fin une interview exceptionnelle d'une personne très importante qui aide énormément d'associations. Restez jusqu'à la fin. Il est important de faire un don. Pour faire un don, c'est simple. Vous êtes dans la description, vous cliquez sur un lien qui vous enverra directement sur un site complètement sécurisé. Sur celui-ci, vous faites un don à la hauteur de ce que vous voulez. Ce don sera reversé directement au Téléthon. À la suite de ça, nous verrons donc différents reportages. Une personne qui s'appellera Jérôme Nicolas, c'est un intervenant directement du Téléthon. Nous verrons un reportage des laboratoires. Nous répondrons aux questions que vous vous posez. Et puis nous verrons bien entendu à la fin l'interview importante. Bon visionnage! Et voici un petit moment assez agréable, le micro-trottoir. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Laura, j'ai 20 ans et je suis hôtesse de l'air. Je suis Anaëlle, je suis en BTS NDRC au CFA de Massy. Donc voilà un peu ce que je fais dans la vie. J'ai 20 ans aussi. Salut, je m'appelle Laurie, j'ai 20 ans et je suis en études de haute couture à Paris. Alors, du coup, là, je vais te poser des questions sur le Téléthon. Donc, on a plusieurs questions avec parfois plusieurs choix de réponses. Première question, que savez-vous à propos du Téléthon? 1. Ils font des recherches scientifiques. 2. Associations sportives. 3. Peu de choses. Ou 4. Le télé quoi? Je mettrai la 1. Je dirais A et B. Enfin, c'est une association sportive, je crois, et ils font des recherches scientifiques. Il n'y a qu'une réponse possible, c'est ça? Oui, qu'une réponse. Bah la 1. Et oui, c'est ça. Ils font des recherches scientifiques, du coup, sur des maladies rares. Alors, deuxième question. Savez-vous depuis quand le Téléthon existe? Donc, 1. 1987. 2. 1990. 3. Moins 1000 ans avant JC. Ou 4. 1977. Je vais dire 1977. 1987. Moi je mettrai 1987, allez. 87, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Alors, troisième question. Qui est le fondateur du Téléthon? Donc, 1. Bernard Barato et Pierre Birambeau. 2. Pasteur et Nikola Tesla. 3. Pierre et Marie Curie. Ou 4. Docteur Raoul et Monsieur Fisson. Voilà, 1. Le numéro 1. Ah, je sais pas, je connais pas du tout, j'ai pas de culture par rapport à ça. Je sais pas, je mettrai encore la 1. Oui, quand même. Oui, c'est ça, c'est eux. Okay. Donc, c'est Bernard et Pierre qui ont fondé le Téléthon. Ensuite, quelles stars soutiennent le Téléthon? Là, tu as plusieurs réponses qui peuvent être bonnes. Donc, 1. Jamie Gourmaud. 2. Mimi Mathieu. 3. Sophie Davant. Et 4. Jean-Paul Rouve. Je mettrai Mimi Mathieu. Oui. Et je mettrai les deux premiers. Donc, Jamie et Mimi Mathieu, du coup? Ouais. Je dirais Mimati sûrement. Jean-Paul Rouve, je crois qu'il y est. Le premier, c'est qui déjà? Jamie Gourmaud. Ah oui, c'est Jamie. Je dirais les 4. Les 4? Ou alors Jean-Paul Rouve et Mimati. Ah. Je dirais les 4, vas-y. Alors, je vais dire A et B.
Donc Jamie Gourmaud et Mimi Mati? Ouais. Alors non, c'était presque ça. En fait, ils y participent tous sauf Mimi Mati. Alors ensuite, dans lequel de ces pays le Téléthon n'existe pas? Donc du coup, là, il n'y a qu'un seul pays qui est bon. Ok. Donc le Chili, le Panama, Israël ou l'Irlande? Israël. Israël. En Israël? Et non, c'est raté. Tout le monde dit Israël en plus. Non, c'était l'Irlande. Que proposez-vous comme action afin de sensibiliser le plus les jeunes, les futurs adultes et tous les citoyens à faire des dons pour soutenir la recherche scientifique et le Téléthon? Alors, en 1, faire des manifestations dans la rue, distribuer des tracts dans les gares, hurler « Faites des dons » dans les lieux publics, faire un marathon avec des maillots spécial Téléthon. 4. Faire un marathon du coup? Ouais. Je mettrais faire un marathon. Ok, deuxième, c'était des tracts. Je te dirais le dernier. Faire des marathons? Bah ouais, ce serait le plus... Parce que dans les gares, personne ne va calculer ton papier. Le premier que tu m'as dit, je sais plus ce que c'est, mais c'était Faire non. des manifestations. Ouais, ça, personne ne va calculer. Et le troisième, c'était quoi déjà? C'était hurler « Faites des dons » dans les lieux publics. Bah non, alors le quatrième. Et enfin, la dernière question. Soutenez-vous le Téléthon avec des dons ou comptez-vous le faire? Oui, occasionnellement, de temps en temps ou jamais. Je mettrais occasionnellement, peut-être une fois, histoire de... C'est-à-dire des dons, parce que j'ai déjà participé au truc du Téléthon, mais j'ai jamais donné moi. Je te dirais oui, occasionnellement. D'accord, ok. Oui, occasionnellement. J'ai déjà fait. Occasionnellement. D'accord, c'est très bien. Ben, merci beaucoup, Laurie, d'avoir répondu à nos questions. Bah, pas de souci. Merci à vous. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir répondu aux... Et nous voici maintenant arrivés au moment de vos questions. Vos questions peuvent paraître très simples, mais pourtant très utiles. Nos camarades ont recensé toutes ces questions et les ont posées à un différent panel de personnes. Pour y répondre maintenant, on vous a fait un petit résumé de toutes celles-ci. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, comme vous le savez, le Téléthon a été créé en 1987. Le Téléthon permet aussi de faire des recherches scientifiques, surtout sur les maladies rares, comme vous le savez. Le Téléthon a été créé par 2 hommes, Bernard Barato et Pierre Birando. Le Téléthon est également soutenu par énormément de célébrités et stars, telles que Jean-Paul Rouve ou Sophie Davant, et j'en passe. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas d'en parler autour de vous, c'est très important, c'est comme ça que les recherches avancent. À la suite de ça aussi, le Téléthon est connu dans différents pays, comme en France, comme vous le savez, mais par exemple, il n'est pas connu en Irlande. Ça serait peut-être bien de pouvoir leur faire connaître. Donc, le Téléthon est très connu en Amérique du Nord, États-Unis et Canada principalement. Mais il est également connu en Amérique latine, c'est-à-dire au Chili, Panama, Pérou, Brésil et également au Mexique. En Europe bien entendu, puisque nous avons la France, mais également en Belgique, Suisse, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Luxembourg. Mais également par exemple à l'autre bout du monde, en Australie ou au Japon. Également en Israël. Le Téléthon, j'ai entendu dire que tout le monde ne le soutient pas. Même une majorité de personnes ne le soutiennent pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes mal informés. Parce que vos personnes ne vous ont pas informé. Alors c'est très important maintenant que vous le savez, de faire tourner l'information. C'est grâce à vous que le Téléthon avance. C'est grâce à vous que vos dons sont utilisés pour faire des recherches. C'est grâce à vous que des personnes peuvent être sauvées de maladies, que des personnes peuvent avancer par rapport à toutes ces maladies et trouver des solutions. C'est grâce à vos dons, c'est grâce à vous et à votre soutien sans faille que les Téléthons avancent. Alors surtout, n'oubliez pas de faire des dons, d'en parler autour de vous. Je vous retrouve maintenant dans un endroit plus fermé, puisque en hiver la nuit tombe très rapidement, mais également il pleut. Et bon, il fait un petit peu froid quand même.
dans ce pull jaune qui est d'ailleurs aux couleurs du Téléthon. Ne l'oubliez pas, dès que vous voyez du jaune, pensez-y. Donc, nous nous retrouvons pour des questions un peu plus difficiles, pour faire travailler vos méninges. Nous avons donc posé différentes questions sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, comme je vous l'avais dit plus tôt. Mais vous pouvez également y répondre maintenant. Pour cela, il suffit de vous prendre une feuille et un stylo. Je vous pose les questions, vous y répondez à votre guise et à la fin de toutes celles-ci, vous comptabilisez. Si vous avez un score relativement haut, je vous félicite, vous êtes des petits génies dans l'âme. Si ce n'est pas le cas, allez prendre des bouquins et vite, potassez. Vous êtes prêts? C'est parti. Je lance la première question. La première question concerne un homme. Celui-ci a fait des recherches sur les bactéries du ver à soie, le choléra de la poule, mais il est très connu pour ce vaccin de la rage. À votre avis, de qui s'agit-il? Je vous aide un petit peu. Je vous propose Georges Cuvier, Henri Becquerel ou Louis Pasteur. Dans mon cas, je dirais Louis Pasteur. Je vérifie, c'est exact. Vous êtes prêts pour la deuxième? La deuxième question concerne Antoine de Lavoisier. Ce nom, je sais qu'il vous dit quelque chose. Il est très connu pour une phrase. Mais laquelle c'est? Rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez raison. Question suivante. Cela concerne un homme également. C'est un homme qui a déterminé la vitesse de la lumière et doit sa célébrité à la démonstration de la rotation de la Terre grâce à une énorme pendule. Vous l'avez? Je vous aide un petit peu. Nous avons au programme Michael Faraday. Peut-être, oui, non, peut-être pas. Louis Lucas, ça vous dit quelque chose? Nous avons également Léon Foucault. Peut-être que c'est celle-là? Également, vous avez raison. C'est la troisième. Question 4. C'est un vrai ou faux? Plutôt simple, n'est-ce pas? Mais attention, le vrai ou faux peut être un petit peu difficile quand on ne sait pas. Vous êtes prêts? Alors, Jean-Baptiste Lamarck est-il le fondateur de la biologie? C'est exact, il l'est. Question 5, c'est toujours un vrai ou faux. Le terme biologie moléculaire a-t-il été utilisé pour la première fois en 1938? La réponse est vrai. Question 6. Une petite devinette. C'est parti, vous êtes prêts? Alors, je suis une chambre de prison. Mais en biologie, je suis la plus petite unité fonctionnelle. Ok? Et vivante de tout l'être humain. Et je suis visible au microscope. Ok, on répète. Donc on cherche une chambre de prison. Mais en biologie, c'est la plus petite unité fonctionnelle et vivante. Elle est également visible au microscope. C'est la cellule, je le savais. Question 7. Nous cherchons un chimiste. Chimiste qui a travaillé sur la classification périodique des éléments. Nous avons Dimitri Mendeleïev, peut-être, Grégor Mendel ou René Laennec. Alors, vous l'avez? Vous l'avez? Vous l'avez? Eh bien, c'est bien entendu Dimitri Mendeleïev. Bravo à vous. Question suivante. Ça commence à se corser là, vous le sentez. Nous cherchons qui a mis au point Carl Van Lier. Vous l'avez? Vous l'avez? Je vous aide un petit peu parce que c'est pas facile. Alors, a-t-il mis au point un protocole d'autopsie? Ou a-t-il mis au point une nomenclature binominale pour toutes les espèces vivantes? Ou alors une méthode de réparage pour les télescopes? Je vous avoue que même moi, je ne le sais pas.
au point une nomenclature binominale pour toutes les espèces vivantes. Bravo à lui. Question suivante. Nous cherchons un homme. Il a expliqué l'évolution par la sélection naturelle des espèces. C'est facile, vous le savez. Je le sais. Bon allez, je vous aide un petit peu quand même. Nous pouvons demander si c'est Jean-Baptiste de Lamarck, peut-être, Georges Buffon, ou bien Charles Darwin. C'est exact, c'est Charles Darwin. Il a été connu d'ailleurs pour une œuvre avec un singe sur une branche. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous voyez. Si vous ne la connaissez pas, je ne vous invite surtout pas à ne pas en savoir plus. Il est très très important. Nous allons maintenant nous intéresser à une maladie que vous connaissez. Et si ce n'est pas le cas, vous avez au moins entendu cette maladie quelque part. Il s'agit de la mucoviscidose. Cette maladie a malheureusement touché Grégory Le Marchal, un jeune chanteur. Mais elle touche également de nombreux jeunes enfants. Pour éviter cela, n'oubliez pas de faire des dons afin de faire des recherches sur cette maladie et de pouvoir les sauver au maximum. C'est parti, la question s'annonce. Qu'est-ce que la mucoviscidose? Est-ce que c'est une maladie génétique due à la mutation d'un gène CFTR sur le chromosome numéro 7? Ou bien c'est une maladie génétiquement contagieuse par les voies aériennes? Ou bien c'est une maladie génétique causée par la photosynthèse? C'est un petit peu dur quand même. Je vous aide. La mucoviscidose est génétique dite autosomique récessive, transmise par deux parents porteurs sains. Chacun d'eux transmet un allèle muté du gène codant pour la protéine, tenez-vous bien, CFTR, qui se prononce cystic fibrosis transmembrane conducens regulator. Mon anglais n'est pas très compréhensible, je vous l'accorde. Qui est présente sur le chromosome numéro 7. Vous l'avez du coup? Effectivement. C'est donc la maladie génétique due à la mutation d'un gène CFTR sur le chromosome numéro 7. Pas facile. Question suivante sur une autre maladie, la maladie de Charcot. Elle aussi, je sais que vous la connaissez. C'est un vrai ou faux? Alors, est-ce que la maladie de Charcot est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale, caractérisée par une perte neuromoteur, neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Même moi, je ne sais pas exactement. C'est une maladie qu'on connaît beaucoup, non, mais on n'en sait pas beaucoup plus dessus. La réponse est donc vraie. Question suivante. Nous cherchons encore un homme, mais très ancien. Il est considéré comme le père de la médecine. Est-ce que vous l'avez? Celle-ci aussi est plutôt facile. Je vous aide un petit peu quand même. Alors, nous avons Pythagore. Vous savez, les triangles qu'on apprend quand on était plus petit. Nous avons aussi Archimède. Quand même, hein. On a aussi Ptolémée. Un peu moins connu quand même. Et nous avons Hippocrate. Est-ce que ce ne serait pas Hippocrate, vous pensez? Vous avez raison, c'est Hippocrate. Question suivante. Qui a fondé le Téléthon et par qui? Celle-là, je vous l'ai déjà posée dans les questions un petit peu faciles que vous vous posiez. J'avais donc précisé, j'espère que vous vous en rappelez. Si ce n'est pas le cas, il serait peut-être temps de le noter. Je vous aide un petit peu. Il a été créé par Daniel Ibet en 1890 ou bien Jérémie Dupont en 1780 ou bien par deux hommes, Bernard Barateau et Pierre Birambeau en 1987. C'est exact, c'est en 1987 par nos deux compagnons, Bernard Barateau et Pierre Birambeau. Question suivante. J'espère que toutes les réponses sont bien notées et que vous avez un score très élevé. J'ai confiance en vous. Nous nous demandons quand a été créée la première session du Téléthon.
Alors celle-ci, c'est un petit peu facile, hein. Vous êtes prêts? Nous avons comme possibilité 3 choix. Le 7 mars 1990 à 12h30. Peut-être. Ou le 10 juillet 2010 à 6h du matin, très très tôt. Ou bien le 4 décembre 1787 à 8h30. Rappelez-vous de la question précédente sur la date de la création du Téléthon. En 1987. C'est donc bien entendu le 4 décembre 1987 à 20h30 que la première session du Téléthon a été faite. Question suivante. Encore un vrai ou faux? Le Téléthon est une association qui récolte des fonds, n'est-ce pas? Dans l'objectif de financer des projets de la recherche sur les maladies génétiques rares. Vous le savez, je le sais, c'est vrai, vous avez raison. Question numéro 16. Le syndrome de Down est la trisomie 21, la monosomie 12 ou bien ni l'un ni l'autre. Je vous écoute. C'est donc effectivement la trisomie 21. Nous ne la connaissons pas beaucoup ce nom-là. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner. C'est très important pour vous, mais également pour la science. Nous allons maintenant nous intéresser à une maladie que vous connaissez aussi très très bien. Il s'agit du syndrome d'Alzheimer. De quoi s'agit-il? Une perte de cheveux et d'hallucinations? Ou bien des troubles de la mémoire, du comportement et du langage? Ou bien une capacité mémorielle très améliorée? Facile, c'est bien évidemment le trouble de la mémoire, du comportement et du langage. Dernière question, il s'agit encore d'un vrai ou faux. C'est également une maladie que vous connaissez. Effectivement, il y a beaucoup de maladies que vous connaissez, mais aucun renseignement dessus. Je vous explique. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui s'attaque au miel des tissus musculaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Effectivement, c'est vrai. La maladie s'attaque au tissu musculaire. Elle s'attaque également du coup aux gaines de myéline qui se trouvent à l'intérieur des muscles, qui entraînent un ralentissement des messages nerveux, voire même la mort de ce message-ci. Donc la capacité très faible de pouvoir faire des quelconques mouvements. Pour finir, le Téléthon a 3 missions. Il permet de guérir via des recherches, des thérapies, mais également d'aider les malades pour faire des soins, des accompagnements et également beaucoup de citoyenneté. Et pour finir, énormément de communication pour les familles, les professionnels, mais également entre vous tous. Alors n'oubliez pas, faites un don. Nos camarades et vous avez la chance de pouvoir rencontrer Jérôme Nicolas, une personne qui travaille directement au Téléthon. Bonjour, bienvenue pour cette première interview sur le Télestream. Je m'appelle Mathieu, je suis en compagnie de Léana et de Marie. Et aujourd'hui pour cette première interview, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de monsieur Jérôme Nicolas, représentant du Généthon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter très brièvement? Oui, donc je suis chargé de projet en médiation scientifique au sein du laboratoire Généthon. Et donc j'assure le lien, on va dire, entre les laboratoires et puis on appelle le grand public ou les citoyens, en essayant de proposer des activités en lien avec nos projets de recherche qui peuvent prendre des formes différentes. Donc j'ai une formation scientifique à la base et depuis 15 ans, donc j'ai rejoint l'école de l'ADN au sein de Généthon. Très bien, ok, impeccable. Alors du coup on va commencer cette interview, donc première question, et je vais laisser une de mes camarades la poser. Vous avez dit, comme on l'a dit au début, vous êtes le représentant du Généthon.
Du coup, on voudrait savoir quelle est la différence entre le téléthon et le généthon et est-ce qu'ils sont liés? Alors déjà le terme représentant de Généthon est un petit peu pompeux. Voilà, je suis modestement un des ouvriers de cette grosse machine. Et donc, alors Généthon et Téléthon, pour répondre à votre question, est-ce que c'est lié? Oui, bien évidemment, bien au-delà du terme. Généthon, le terme, c'est la contraction de gènes, ça tout le monde le comprend bien, donc c'est en lien avec la génétique, la génomique, etc. Et le ton, effectivement, est un clin d'œil en fait au Téléthon. Que Généthon a été créé en 1990 grâce aux fonds collectés par le Téléthon. Et donc en fait le lien entre les deux, c'est l'association française contre les myopathies, qui est en fait l'association qui organise chaque année depuis 1987 le Téléthon en France et qui est membre en fait de l'association Généthon. Généthon, c'est une association loi 1901 dont l'AFM est membre du conseil d'administration et Généthon est en partie financé par les recettes du Téléthon. Donc le lien est extrêmement ténu et ça va même plus loin puisque en fait le Généthon se trouve dans le même bâtiment à Évry que l'association française contre les myopathies, qui est l'association qui organise le Téléthon chaque année. Donc on est étroitement liés. Question suivante. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide débrief de l'histoire du Généthon depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Oulala, 30 ans d'histoire, j'ai combien de temps pour faire ça? Prenez votre temps. Bon, alors on va essayer d'identifier les grandes dates. Je vous ai déjà donné la date de création dans 1990. Généthon passe sur les fonds baptismaux. Juste pour la petite histoire sur pourquoi Généthon est créé, c'est issu de la rencontre de Bernard Barato, qui est à l'époque président de l'Association française contre les myopathies, qui est un parent de malade. Son fils était atteint de la myopathie de Duchenne. Et en fait, il va rencontrer Daniel Cohen, qui est un chercheur qui travaille au Centre du polymorphisme humain. Et Daniel Cohen va lui dire il faut qu'on arrête de faire de la génétique sur des coins de paillasse avec des bouts de bois, des bouts de ficelle et quelques micropipettes. Et il faut faire de la génétique comme on fait des yaourts chez Danone à la chaîne. Et donc en fait c'est l'idée d'origine de Généthon de changer d'échelle en termes de génétique. Ça va être d'introduire des robots, de l'automatisation, de l'informatique, et ça va donner lieu en fait au premier programme de Généthon qu'on appelle Généthon 1, qui sont les cartes du génome humain, dont la première série va sortir en 1992, donc les cartes, ce qu'on a appelé les cartes physiques. Et la carte génétique, la dernière version de la carte génétique sera publiée en 1996. C'est une publication extrêmement importante puisqu'elle va permettre d'accélérer considérablement la recherche des gènes pour les maladies génétiques. On est passé en l'espace de quelques années de plusieurs années en fait dans les années 80 pour trouver l'origine d'une maladie génétique à quelques mois dans les années 90 et aujourd'hui en 2020 les cartes du génome ont permis de faire donc le séquençage du génome humain et donc aujourd'hui on est à quelques jours, à quelques semaines pour localiser une maladie génétique. Ça c'est on va dire le premier grand volet de l'épopée de Généthon. Assez rapidement va démarrer sur cette période-là un deuxième programme qu'on a appelé Généthon 2, qui est la partie génotypage, qui va aller jusqu'au, on va dire, 1997-1998, grosso modo, et qui va consister à utiliser les cartes du génome pour localiser les gènes responsables des maladies génétiques. Et puis alors en 97, ça va être une date un petit peu charnière puisque toutes les équipes, en tout cas une grande partie des équipes de Généthon vont migrer dans le Centre national de séquençage et le Centre national de génotypage.
Et ça va être remplacé par un nouveau programme qui est le programme de thérapie génique, qui va être, on va y avoir Olivier Danos, donc qui va être le nouveau directeur scientifique qui va prendre les commandes de ce programme-là. Une date importante, alors, pas forcément directement dans l'histoire de Généton, mais en tout cas dans l'histoire de la thérapie génique, elle fait date et Généton y a contribué, donc on peut la citer, c'est 2000, qui est la première réussite de thérapie génique dans le monde. Elle est française, c'est à l'hôpital Necker, dans l'équipe d'Alain Fischer. Donc Généton, en fait, derrière, va en fait emboîter le pas, et en fait, dès 2002, on va avoir les premières preuves de principe sur l'animal de ce que peut réaliser la thérapie génique pour réparer l'ADN des cellules des malades. Donc 2002, ça va être une nouvelle date charnière puisque Généton va commencer à démarrer des programmes de développement préclinique en vue de démarrer des essais chez l'homme. Et puis après, on va rentrer, on va dire, dans ces 10 dernières années avec l'enchaînement de plusieurs essais cliniques chez l'homme. Donc en premier lieu, il y a eu des essais d'abord sur le muscle, puis après sur le système immunitaire. Donc on a démarré un essai sur le syndrome de Wiskott-Aldrich, et puis après donc des maladies de la vision également. Donc tout ça s'est enchaîné. Une autre date importante dans ces 10 dernières années, ça va être l'ouverture de Poskésie, qui est en fait un transfert de compétences de Généton dans le domaine de la bioproduction de médicaments à échelle industrielle. Donc Poskésie, c'est le nom de l'usine qui fabrique les médicaments de thérapie génique et cellulaire, qui se trouve à Évry, et donc qui reprend en fait tout le savoir-faire qui a été développé à la fois à Généton et à ISTEM, qui est un des autres laboratoires financés par la FM Téléthon. Et puis on arrive dans l'histoire proche, on va dire, ces dernières années, en fait, plusieurs réussites dans le domaine des maladies neuromusculaires, de la vision, et donc notamment sur les maladies neuromusculaires, on peut citer l'année dernière la mise sur le marché d'un premier traitement pour la myotrophie spinale, qui est le Zolgen SMA, donc en 2019 aux États-Unis, et puis son autorisation en France en 2020, avec 20 familles qui ont pu bénéficier de ce traitement cette année. D'accord, voilà très bien. pour un résumé de 30 ans d'activité de Généton. Très bon résumé, on vous remercie. Les deux questions suivantes, vous y avez entre guillemets répondu à travers l'histoire, mais on voudrait du coup savoir plus précisément, est-ce que les objectifs ont changé depuis sa création ? Alors, à la fois oui et à la fois non. Non, parce que l'objectif de Généton, l'objectif global, en fait, a toujours été le développement d'outils et de traitements pour les mettre le plus rapidement possible à disposition des malades. Ça, c'est l'objectif, c'est l'ADN de Généton, ça. Après, il y a eu des programmes, vous l'avez vu, des programmes qui ont évolué. Grosso modo, il y a eu 3 grandes phases, si on veut avoir un découpage. La première grande phase, ça a été tout ce qui a concerné la compréhension de la maladie et donc la cartographie du génome humain. La deuxième partie, ça a été, on va dire, de 97 à 2008, on va dire, grosso modo. Le développement de la thérapie génique, à la fois dans la preuve de principe sur l'animal et puis le développement des stratégies de bioproduction nécessaires pour l'injection chez l'homme. Et puis, on va dire que depuis 2008, on est rentré dans la dernière phase qui est en fait le développement préclinique et clinique des médicaments pour montrer que ça marche aussi chez l'homme. Et je dirais que là, en fait, on est sur un moment charnière. Peut-être, il faudra regarder dans l'histoire, mais 2019-2020, grosso modo, c'est l'année charnière où en fait on commence à envisager une quatrième et dernière phase finalement dans la mise au point et le chemin vers le médicament. C'est la diffusion et la production à grande échelle pour mettre à disposition des patients. Voilà.
Donc là, on rentre dans cette nouvelle aventure, puisque Hyposkesi va être amené dans les années qui viennent à grossir et à plus que doubler sa surface de production. Voilà. Donc c'est plus vraiment l'histoire de Généton, mais c'est quand même le prolongement. Les deux entités sont fortement liées. Très bien. Et question suivante, du coup, je pense que vous y avez répondu à travers les deux autres questions. C'était savoir comment avait évolué cette organisation. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre ce que vous attendez comme réponse. Parce que ça reste une association loi 1901. Après, les membres de cette association ont un petit peu évolué. Ça n'a pas toujours été les mêmes. L'adhérent qu'on retrouve systématiquement, c'est la FM Téléthon, puisque ce sont les malades dans la gouvernance qui sont systématiquement aux commandes de l'ensemble des laboratoires et de l'association. Ce sont eux qui prennent les décisions avec l'éclairage des scientifiques et donc d'un conseil scientifique. Après, l'organisation, par rapport à l'histoire de Généton, ce qu'on pourrait dire, c'est que à partir de 2008, grosso modo, Généton est passé d'un statut, on va dire, de laboratoire associatif qui fait de la recherche et du développement à, je dirais, la cour des grands, puisque on a commencé à inclure tout un développement de procédés, des processus de développement de médicaments qui rejoignent l'organisation de l'industrie pharmaceutique. Et en fait, cette reconnaissance a eu lieu en 2012 avec la remise du prix Galien. Généton a reçu le prix Galien pour l'ensemble de ses travaux dans le domaine de la thérapie génique. Donc le prix Galien, que j'imagine que personne ne connaît, c'est à peu près l'équivalent du Nobel, mais pour la profession de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Voilà, donc c'était une reconnaissance du milieu pour les travaux. Ça nous a ouvert les portes justement de l'industrie pharmaceutique et donc de partenariats importants avec des industriels du domaine. Voilà, je ne sais pas si c'était ça que vous attendiez comme type de réponse. C'est très bien, merci beaucoup. Je vais poser une dernière question avant de donner la parole à Marie. Quelles sont les recherches principales qu'effectue le Généton ? Alors, les recherches principales menées à Généton, il y a plusieurs choses. On va dire qu'il y a une première grosse phase de recherche qui tourne autour des maladies neuromusculaires. Donc la connaissance des gènes qui sont impliqués dans un certain nombre de maladies neuromusculaires. Donc là, il y a une grosse équipe qui est attribuée à ce domaine-là. Après, il y a une autre équipe importante qui est, je dirais, transversale. C'est une équipe qui s'est développée sur toute la compréhension du système immunitaire. Parce qu'en fait, la thérapie génique s'appuie sur l'utilisation d'enveloppes dérivées des virus. Et donc, le système immunitaire peut être amené justement à être sollicité quand on injecte des produits de thérapie génique. Donc il fallait avoir une connaissance un petit peu fine de ce système immunitaire pour éviter justement ce genre de mécanisme de défense. Et donc dans cette expertise, il y a aussi une expertise qui s'est développée sur certaines maladies du système immunitaire, sur des déficits du système immunitaire. Et c'est ce qui a été amené finalement à développer un essai clinique autour du syndrome de Wiskott-Aldrich. Et donc, après, il y a des sous-groupes de recherche. Par exemple, on va trouver des chercheurs qui travaillent donc avec CRISPR-Cas9, qui est donc une technologie relativement récente qui date de 2012, dont vous avez sans doute entendu parler dans les journaux grand public ces 2 derniers mois, puisque ça a fait l'objet d'un prix Nobel remis au mois d'octobre, un prix Nobel de chimie. Et puis récemment, donc on a une autre équipe aussi qui travaille sur les maladies du foie. C'est c'est un nouvel organe qui est ciblé par Généton, justement pour essayer
de faire une preuve de principe chez l'homme que la thérapie génique fonctionne aussi sur cet organe. D'accord. Du coup, Marie, je vais te donner la parole. Je reprends la main. Donc j'avais une question. Vous nous avez dit que vous travaillez avec d'autres laboratoires et j'aimerais savoir est-ce que le Généton, le Téléthon travaille avec d'autres associations un peu dans le même but et si oui, quelles sont-elles? Alors, on a des liens avec le Téléthon italien et le laboratoire équivalent à Généton qui se trouve à Milan. D'accord. Après, il faut savoir que le Généton, du point de vue de son statut, est quasiment unique au monde, à peu de choses près. Donc, en fait, on est plus... Généton va travailler plutôt avec des industriels de la pharmacie et c'est plutôt l'AFM qui va avoir, elle, des liens avec d'autres associations à but caritatif, etc., pour nouer des partenariats autour du Téléthon. Donc, c'est deux objectifs différents. Oui, c'est plutôt pour le côté lucratif, association à but caritatif avec Voilà. le Téléthon et le Généton. Vraiment, vous êtes unique presque au monde. Oui, on a un statut qui est très particulier. On a l'habitude de se définir comme étant un laboratoire de biotechnologie à but non lucratif. Voilà, Très bien. qui permet de montrer le caractère un petit peu ambivalent de notre activité. Merci. Donc, ça fait maintenant 30 ans que le Généton travaille donc, sur toutes les maladies. Et je voulais savoir, est-ce que, avec l'avancée technologique qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous avez ressenti une forte amélioration? Est-ce que ça a facilité la recherche ou non? Alors, je vais parler déjà de mon expérience, parce qu'en fait, j'ai la chance d'être à Généton depuis 1998. Donc, c'est-à-dire au tout début du programme de thérapie génique. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, on tenait absolument pas du tout le même discours qu'on tient aujourd'hui. On n'était pas complètement sûr que la thérapie génique puisse soigner en 98 ou en 99. Il fallait encore en faire la démonstration. À partir de 2000 et donc de la première réussite de thérapie génique de Fischer, il y a déjà eu une première évolution dans le discours. Et là, depuis ces dernières années, je peux vous dire qu'il y a une sérieuse évolution non seulement dans notre discours à nous, puisque on a démontré sur plusieurs maladies la faisabilité de la thérapie génique et il y a des médicaments qui sont sur le marché. Mais ça change la donne de manière considérable et a priori, il n'y a pas de retour en arrière possible puisque là où on était, je dirais, un peu tout seul à y croire, aujourd'hui, l'État, les politiques et l'industrie pharmaceutique aussi sont un peu forcés d'y venir. Vous nous avez parlé plusieurs fois de la thérapie génique. En cours, nous avons étudié le clonage thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que son autorisation pourrait aider la recherche plus tard? Là, il ne m'appartient pas de me positionner là-dessus parce que je suis même pas sûr que l'AFM ait pris une position officielle là-dessus. Donc, Très bien. je suis même pas sûr qu'il y a un grand intérêt en fait pour les maladies génétiques. On avait une toute dernière question. C'était comment pouvons-nous participer, aider la recherche à notre niveau, étant nous pas encore scientifiques, on va dire, mais toute personne lambda, comment est-ce que nous, on pourrait apporter notre petite pierre à l'édifice, vous aider? Il y a plusieurs manières d'envisager les choses. Il y a en tant que citoyen ou en tant qu'étudiant dans le domaine de la biologie. En tant que citoyen, n'importe qui peut, par exemple, faire un don, 3637 sur le téléthon.fr, mettre en place des manifestations. Cette année, c'est compliqué. Alors, je sais que vous, en général, on a l'habitude de dire les jeunes, ils ont un problème, c'est qu'ils ont de l'énergie, ils ont du temps, mais ils n'ont pas d'argent. Et à mon âge, on a de l'argent, de l'énergie, mais pas de temps. Voilà. Donc, je dirais, c'est exactement ce que vous faites, c'est finalement mettre votre énergie et votre temps à essayer de faire connaître et de rendre visible
l'action de la FM Téléthon, à défaut de donner de l'argent. Donc ça, c'est le premier intérêt en tant que citoyen. C'est aussi s'intéresser, pas forcément qu'au moment du Téléthon, parce qu'il se passe des choses tout au long de l'année. C'est une association qui vit tout au long de l'année. Chez nous, les malades ne sont pas anonymes. On les connaît, je ne vais pas dire tous, mais en tout cas, ils ont des visages, ils ont des prénoms. C'est des familles qu'on rencontre une, voire deux fois minimum chaque année. En tout cas, nous, chercheurs, voilà, les 20 familles qui ont bénéficié du Zolgem SMA cette année en France, on en a reçu 4 au mois de septembre dans nos locaux à Généton. Elles sont venues, ces 4 familles ont visité le laboratoire, on a pris un goûter ensemble, tout le personnel avec les familles et donc les 4 enfants qui ont été traités. Donc voilà, il se passe des choses tout au long de l'année. Ça, c'est la première chose en tant que citoyen. Donc, c'est s'informer et informer les autres. Vous, en tant qu'étudiant en biologie, je dirais plus particulièrement, vous avez, je dirais, une responsabilité supplémentaire et vous pourriez avoir une action supplémentaire parce que vous avez quelques connaissances scientifiques. Et donc, vous pouvez être des relais d'information, justement, par rapport à ces informations scientifiques. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire il y a de nombreux trolls sur les réseaux sociaux qui s'invitent régulièrement dans des conversations autour du Téléthon pour dire ça marche pas, pour dire on va où, ça sert à quoi, pourquoi faire des essais sur les animaux, etc. etc. Vous pouvez avoir un rôle justement en étant présent sur ces réseaux et puis en essayant de sortir d'un certain nombre de fantasmes et puis en ramenant quelques vérités scientifiques dans le débat, à la lumière des connaissances que vous avez, alors qu'ils sont peut-être encore fragile quand on est juste en licence, mais vous avez quand même un certain nombre de billes qui vous permettent d'aller rechercher de l'information, d'exercer votre esprit critique, etc., etc. Donc c'est ce qu'on peut attendre de vous. Voilà, et puis je dirais après, en tant qu'élève qu'étudiant à l'université d'Évry, en biologie, vous avez une double responsabilité, c'est que en fait, vous êtes sur le territoire qui abrite le Téléthon, qui abrite les laboratoires, enfin une partie des laboratoires du Téléthon, et donc vous pouvez être ambassadeur de cette réussite scientifique immédiatement, et puis je l'espère tout au long de votre vie, une fois que vous aurez vu ça. Je vais vous donner un exemple. On a Axel Scovio, il m'en voudra pas si je le cite, qui était assis sur vos bancs il n'y a pas si longtemps. Donc moi je l'ai connu en licence à l'université d'Évry. Aujourd'hui, il passe son doctorat au sein du laboratoire ISTEM et il est énormément investi en plus dans l'équipe du Téléthon, des chercheurs, parce qu'à un moment donné, effectivement, il a rencontré un certain nombre de chercheurs issus de nos laboratoires et il a adhéré aux valeurs qui sont véhiculées dans nos laboratoires et il a eu envie de venir travailler dans nos labos. Et ça a une certaine résonance chez moi parce que j'ai à peu près suivi la même trajectoire que lui. Parce qu'en 87, je faisais déjà le Téléthon quand j'étais ado et que quelques années plus tard, au moment de la sortie des cartes du génome, j'ai eu envie d'aller travailler à Généton. Donc ça a été une motivation dans ma formation. Je crois qu'on est dans un territoire qui invite à être ambassadeur d'une belle aventure qui se joue ici localement, quoi. Très bien. Très bien, franchement, très belle réponse pour cette dernière question. Oui. On ne pouvait pas s'attendre à Je sais plus quoi dire. Vous ôtez les mots de la bouche. T'étais pas préparé. C'était magnifique, même comme ça.
Bah écoutez, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et d'avoir donné de votre temps surtout. Ça a été vraiment très très intéressant de vous avoir avec nous cette première édition du Télestream. Il y a également un grand plaisir qui est également présent. Du coup, pour les téléspectateurs, n'hésitez pas à aller voir la page officielle du Téléthon, www.afm-téléthon.fr. Vous pouvez y faire un don directement sur le site, où il y a un lien dans la description qui permet de faire un don de manière sécurisée. Donc encore une fois, Jérôme, merci de votre temps et de vos réponses. Ça a été vraiment très intéressant de vous avoir. Comment vous avez senti, vous, cette interview? Ça vous a plu? Oui. Oh, c'est pas ma première, hein, mais... Parce que nous, c'est notre première, donc on voulait savoir comment vous avez vécu ça a été bien, tout ça. Bah oui, c'était bien. Vous m'avez pas trop titillé, quoi. Vous auriez pu. Vous avez sans doute pas osé. On est resté sur des questions assez globales, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui souhaiteraient en apprendre plus sur le Téléthon, parce qu'on voit surtout l'aspect médiatique, mais on voit pas vraiment les actions, comment ça se déroule, et c'est vraiment pour ça qu'on vous a choisi, vous, pour nous expliquer tout le fonctionnement du Téléthon, et surtout du Généthon, plus particulièrement. Oui. Je suis également bénévole pour le Téléthon, hein, donc c'est pour ça. On est quelques chercheurs militants, on va dire. Voilà, bien au-delà des plateaux de télé. Super. Bah écoutez, c'est tout pour nous, et on va vous laisser avec la suite de notre programmation. À très bientôt. Merci à vous. Et maintenant, voici le reportage de laboratoire au Téléthon. Bonjour, alors voici mon bureau que je partage avec 3 de mes collègues qui sont aujourd'hui en télétravail. Donc voilà, ça ce sont on va dire des bureaux types. Et ici donc c'est précisément mon poste avec mon ordinateur et puis différents dossiers sur lesquels je travaille. Et donc on va aller maintenant au laboratoire. Ok, donc là on va rentrer dans l'aile des laboratoires. Donc ici ce sont les différents laboratoires de recherche qui sont disposés en petites unités. Donc par exemple ici on va retrouver un certain nombre d'appareils. Donc ça c'est pour faire un appareil pour faire des PCR, un spectrophotomètre, une machine pour extraire les acides nucléiques, pour faire ce qu'on appelle des western blots, etc. Ensuite, il va y avoir plusieurs petites unités de laboratoire. Donc ici, ça va être ce qu'on appelle une laverie, là où on va faire tout le nettoyage du matériel. Ici, c'est une autre donc là, c'est plus un laboratoire dépôt. Il y a des salles de réunion. Voilà. On va avancer un petit peu. Il y a différentes petites unités comme ça. Et je vais vous amener jusqu'à mon laboratoire. Il y a des gens qui travaillent consciencieusement. Donc ça, ce sont tous les laboratoires dans lesquels on va manipuler les cellules vivantes. Donc c'est pour ça qu'il y a des types de confinement de cellules bien particuliers, bien précis. Et un laboratoire L1 dans lequel je travaille régulièrement. Et c'est ici précisément ma paillasse où je fais le plus grand nombre de mes manipulations, donc les pipettes, les tubes, les cônes, etc. Dans un laboratoire d'imagerie, donc c'est ici qu'on va traiter tout ce qui est imagerie des tissus en utilisant des microscopes. Donc, il existe tout un tas de microscopes. Donc, je ne vais pas détailler les subtilités. On va regarder ensemble des coupes de muscles de souris qui ont été traitées avec un vecteur de thérapie génique pour vous montrer un petit peu le type d'image qu'on peut obtenir. Donc ça c'est un microscope à fluorescence et on va observer des fines lamelles de muscles d'une souris qui a été préalablement traitée avec un vecteur de thérapie génique. Donc le fameux gamma-sarcodicane dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'interview. Donc je fais ma mise au point.
Et là, vous pouvez voir sur l'écran déporté ce que je vois ici. En rouge, ce sont les fibres musculaires. Donc là, on voit le contour des fibres. Donc certaines fibres sont marquées en rouge, détourées en rouge. Donc là, c'est la présence de la protéine et d'autres ne le sont pas. Ça veut dire que certaines sont corrigées et certaines ne le sont pas. Si on change les longueurs d'onde d'excitation, on va avoir d'autres marquages. Ici, ce sont des petits points bleus qui correspondent au noyau des différentes cellules. Donc là, on voit qu'il y en a un petit peu partout. Et on peut encore changer de longueur d'onde, de fluorescence. Et là, c'est du vert qui va permettre de voir ce qu'on appelle l'autofluorescence naturelle du tissu, qui peut être indicatif aussi pour différentes analyses. Et donc là, à la fin, on revient sur le rouge qui correspond au gamma-sarcolicane. Voilà le type d'images qui peuvent être générées avec ces microscopes. Pour faire un don, c'est très simple. Vous allez dans la barre de description, vous y trouverez un lien qui vous enverra sur un site complètement sécurisé. Vous y faites à ce moment-là un don à la hauteur de ce que vous voulez. Une fois fait, ce don sera directement redirigé vers le Téléthon. L'émission arrive à son terme. Je tiens à remercier énormément les intervenants, Alex Dash, Jérôme Nicolas, mais également toute l'équipe de notre promotion qui s'est occupée de ça. Et bien entendu, vous qui avez fait probablement des dons et de nous avoir regardés. Merci infiniment.